Et je suis accompagnée aujourd'hui par Pierrick Marissal. Bonjour. Pierrick, tu es journaliste à la rubrique Capital Travail de l'UMA. Et tous les deux, aujourd'hui, on reçoit Thomas Leboniec. Thomas, bonjour. Bonjour. Pour parler d'Apple. Donc, vous connaissez, vous avez peut-être un iPhone, moi j'en ai un d'ailleurs, ou un iPad ou quoi que ce soit. Ouais, désolé, je peux pas faire autrement, sinon il m'envoie des WhatsApp. Ça va être le live de la dissonance cognitive aujourd'hui. Ouais. Et donc vous connaissez peut-être du coup Siri, l'assistant vocal. Et Siri, ça lui arrive de se déclencher quand vous ne le savez pas. Et avec Thomas, on est là pour en parler. C'est ça ? Oui, voilà. Tu bossais pour le projet Crowd Collect. C'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était ? Ouais, donc en fait, le début de l'histoire pour moi c'est en 2019, même si ça remonte à plus loin. En gros, moi j'ai été employé par un sous-traitant d'Apple en Irlande pour écouter des enregistrements qui étaient réalisés via l'assistant vocal, et souvent les gens n'étaient pas au courant. Donc voilà, moi j'en écoutais 1300 par jour, j'ai fait ça pendant à peu près 2 mois, et puis j'ai décidé de partir. Environ autour du mois d'août 2019, en fait, l'histoire commence à sortir pour Apple, mais aussi pour Microsoft, pour Google, qu'en fait, ils sont en train d'enregistrer les gens à leur insu. Donc c'est vrai que, même le titre du stream le dit, est-ce que nos téléphones nous écoutent à notre insu ? C'est vraiment, on dirait je sais pas, c'est une espèce de lieu commun, c'est un truc où tu te dis, ouais, c'est vraiment... des complotistes qui disent ça, mais en même temps, j'ai un doute, je sais pas quoi. Oui, puis ça a toujours commencé quand on se dit, ah tiens, je parlais de ça avec un pote et c'est bizarre, j'ai une pub pour ça alors que j'en parle jamais. Tout à fait. Est-ce que là, c'est mieux si je me mets plus près du micro ? Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans le chat niveau son, hein, vous savez qu'on a toujours des problèmes de son, c'est notre running gag à l'UMA. Ouais, le son de gauche, quoi. Exactement. Ouais, voilà, son de gauche. Mais du coup, Thomas, juste question, est-ce que ça se déclenchait ? Est-ce que c'est des enregistrements de gens qui disaient Siri et qui posaient une question à Siri ? C'est-à-dire qu'en gros, ils s'adressaient à l'assistant vocal, ou est-ce que c'était des discussions qu'ils pouvaient avoir là avec un smartphone à côté ? C'est les deux. C'est-à-dire que en fait, Apple disait à l'époque que les enregistrements se déclenchaient que quand on était en train de s'adresser à l'assistant vocal exprès. Donc il y a deux contextes particuliers dans lesquels tu t'adresses à ton assistant vocal, soit pour lui donner un ordre, pour lui dire trouve-moi telle adresse, soit parce que tu es en train de dicter quelque chose. Ça, c'est l'idée de départ. Mais en fait, en réalité, il fallait qu'on fasse de l'écrémage, quoi, parce que ces enregistrements se déclenchaient de manière un peu aléatoire, et encore aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir pour nous exactement pourquoi, quand et comment ça se déclenche. Donc nous, on avait des enregistrements. Moi, j'étais un parmi des centaines à Cork en Irlande, et Cork, c'était juste un sur une de plusieurs villes en Union européenne, et évidemment, ça se passe partout dans le monde, où il y avait ce travail-là qui se déroulait. Donc effectivement, la première chose qui est importante à savoir dans ce sujet-là, c'est que les gens étaient enregistrés, y compris dans des moments où ils ne se servaient pas de leur assistant vocal. Donc vous pouviez très bien ne pas l'avoir activé, enfin ne pas l'avoir désactivé sur votre téléphone, ne pas vous en servir, et quand même être susceptible d'être enregistré à tout moment. C'est ce qu'il dit là, le nez fort. Comme ça, on précise pour pouvoir entendre du Siri, il faut le micro s'active. Mais voilà. Effectivement. Ou non, c'est l'autre souci. Voilà. Donc en fait, la CNIL a publié en 2020 un livre blanc qui s'appelle À votre écoute, il me semble, sur les assistants vocaux, et ils ont un graphique qui explique très bien comment ça fonctionne. Moi, je suis sociologue, hein, je voudrais juste préciser que je suis pas technicien, je vais pas commencer à vous sortir des termes techniques. Voilà. Et donc ce livre blanc précise bien qu'en fait il y a une mémoire tampon de quelques secondes qui doit être constamment en éveil pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir identifier le mot de déclenchement. Sauf qu'en réalité, même pour fonctionner, ce machin-là avait besoin de beaucoup d'enregistrements, beaucoup de données et beaucoup de travail en fait. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec Reggie Lewis là, mais c'est pas grave, on peut y revenir après. Non, c'est plutôt l'inverse. D'habitude, en fait, Apple, c'est souvent la personne épargnée. Les mauvais élèves, justement, Apple Non, au contraire, ils sont plutôt vus comme... Et en plus, ils ont fait leur com une fois en disant « Ah non, on a refusé de donner des données au FBI, etc. » En ce moment, ils sont en train de refaire le même cirque avec le Royaume-Uni, où il me semble que c'est un projet de loi du gouvernement du Labour qui veut forcer... une porte dérobée dans les dispositifs Apple. Je ne sais pas si c'est le cloud. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Et donc Apple a dit mais on est obligé, on est contraint par le gouvernement, alors que nous on voudrait bien protéger et crypter les données de nos utilisateurs. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Bon.
Ouais. Voilà. Et oui, et puis, même nous, à l'Huma, on a quand même beaucoup plus tendance. Enfin, c'est rare qu'on écrive sur Apple, finalement. Enfin, que j'écrive sur Apple, du coup. Plutôt sur, justement, récemment, plutôt sur Amazon ou Facebook. Et Apple, c'est quand même plutôt rare. Et justement, ils entretiennent un peu cette image de confidentialité. Nous, on fait attention, etc. Donc là, il y a un procès qui s'ouvre. C'est une actualité, on va y venir. Donc c'est pour ça qu'on en parle, quoi. Attila, tu demandes, je n'ai jamais autorisé Siri ni ne l'ai utilisé sur mon iPhone, est-ce qu'il m'espionne quand même? Bon, juste pour une question de, on va dire, pour des questions d'hygiène numérique, on va dire, c'est le strict minimum, c'est il faudrait que tu ailles regarder dans tes réglages, quoi. Faut dire bonjour à petite pause juste pour dire bonjour au raider de Ribot et à Ribot aussi s'il est là. Coucou tout le monde. Alors c'est marrant parce que je le connais dans la vraie vie. C'est vrai. Oh là là, mais ce monde est petit. Non, il a dû être surpris en me voyant en stream. Mais oui, je pense que il le dit. Mais non. Salut Ribot. Salut les raiders. Donc on est avec Thomas Le Boniec que Ribot connaît apparemment. Ouais. Et on parle de la vie privée et de la tech et de comment les gens de la tech nous espionnent. Et aussi on va élargir à tout ce qui est capitalisme de surveillance, tout ça. Faut. C'est un peu l'idée. D'ailleurs, justement, pour poursuivre un peu dans cette discussion, de défendre, comme je ne sais plus qui le disait, je me fais l'avocat du diable, Apple est le moins pire d'entre tous. En fait, c'est effectivement une posture qui revendique. En fait, c'est aussi une question réputationnelle. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, Shoshana Zuboff, qui est la grande théoricienne, enfin en tout cas la grande référence quand on parle de capitalisme de surveillance, qui dit il y a un bon et il y a un mauvais capitalisme. Bon, il y a un bon et un mauvais chasseur dans le sketch des Inconnus. Sur ce que c'est la théorie du capitalisme de surveillance. Bon, vite fait. Ouais, pour résumer, en fait, elle dit qu'on est passé à une nouvelle étape du capitalisme qui commence, il me semble, aux environs de 2003 avec Google, qui se rend compte que lorsqu'il y a ce qui trouve son nouveau modèle économique. Et son nouveau modèle économique, c'est lorsque tu vas sur une page internet, tu vas trouver, il va y avoir plein de données connexes qui vont et en fait Google s'aperçoit que ça peut servir à faire de la publicité ciblée, à faire y compris des études comportementales, enfin pas des études, mais en gros à créer un profil comportemental et puis à faire de la publicité ciblée, voire éventuellement à modifier ton comportement, et à le prévoir. À créer finalement, ce qu'on en discutait tout à l'heure offline avec Pierrick, de créer aussi une envie avant que tu aies n'importe quel besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'à un moment, quand tu peux anticiper le comportement, il y a besoin que de quelques petites incitations pour aiguiller ton comportement. Et en fait, nous espionner, ça servirait, nous espionner entre guillemets ou pas entre guillemets, comme vous voulez, ça servirait à ça. Ça servirait à alimenter ces profils, collecter massivement des données. Ouais. Oui, alors justement, peut-être que c'est le bon moment pour parler de l'actualité, de la raison pour laquelle je fais un peu des trucs. Bon, salut Ribot. Une prochaine, tu pourras éventuellement voir la rediff. Je ne sais pas si tu es abonné. Oui, la rediff sera dispo sur YouTube, les amis. Ou sur YouTube, ok. Donc en fait, l'actualité là, c'est qu'il y a eu une plainte qui a été déposée le 14 février par la Ligue des droits de l'homme en France, justement à partir aussi des preuves que je leur ai fournies, et parce que le 3 janvier, il y a eu une proposition de règlement en Californie sur le même sujet. Il y avait une plainte collective qui avait été déposée et Apple avait proposé 90 millions de dollars. C'est une somme dérisoire pour mettre fin aux poursuites et en gros dédommager les utilisateurs concernés qui se manifesteraient à hauteur de 5 $. Maximum 20 $ par personne à condition que tu aies 4 appareils. 5 $ par appareil pour un maximum de 4 appareils. Oui, c'est rien du tout. Donc la question initiale, y compris dans cette plainte qui avait été déposée en Californie, c'était mais est-ce que ces enregistrements ils sont utilisés pour nous faire de la publicité ciblée? Et donc ça, en fait, c'est disons le corollaire de la question de départ. Est-ce que mon téléphone m'écoute? Est-ce que quand je dis quelque chose à côté de mon téléphone, il y a de la pub qui apparaît immédiatement après? Et ça, on ne sait pas.
Et donc ça fait partie des questions qu'on pose dans cette plainte, que la LDH pose, et on aimerait bien qu'il y ait une enquête là-dessus. On aimerait bien, parce que Apple dit bien évidemment non, pas du tout, mais ils ont déjà été pris en flagrant délit de mensonge un certain nombre de fois, quoi. Et parce que justement, tu avais Luc Julia, qui est le co-inventeur de Siri, qui disait que ça se déclenche sans que les gens le sachent, il en était presque sûr, mais par contre, que pour lui, ça allait pas à des fins publicitaires, c'était juste pour perfectionner l'outil. Ouais, ça, c'est un truc dont on ne peut pas être sûr aujourd'hui, quoi. Bah, Luc Julia, il est pas chez Apple, en fait. Il a vendu le truc, et puis maintenant, il n'y est plus. Donc, il y a que les gens qui sont à l'intérieur qui le savent avec certitude. Quant à ceux qui ont fait bien attention à la manière dont ils constituaient, dont ils créaient le document pour la presse, en tout cas, il y a certainement des gens chez Apple à aller interroger quand on est de la police, quoi, parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Oui, du coup, là, c'est le papier, on a mis France Info, hein, qui ont sur... Je vous mets le lien dans le chat, les amis. Sur la plainte. Et du coup, là, c'est la LDH comme association qui, en gros, peut... à l'agrément, en gros, pour porter plainte au nom de l'intérêt public. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, en gros, parmi les questions qui sont posées, c'est à quelle fin à quelle fin sont utilisés ces enregistrements, combien est-ce qu'il y en a eu. Parce que moi, personnellement, j'en faisais 1300 par jour, je l'ai déjà dit. Dans les captures d'écran que j'ai faites avant de partir et qui sont l'une des bases des preuves qui servent pour le dépôt de cette plainte, il y avait plusieurs millions. Donc en fait, en gros, en extrapolant un peu avec les chiffres donc de ces captures d'écran, en sachant que ces projets étaient reproduits tous les trimestres et relancés tous les trimestres, qu'il y avait dans les captures d'écran que j'ai, moi, il y a une dizaine de pays qui sont concernés, mais en réalité, il y a beaucoup plus que ça. Et tu es resté combien de temps ? Moi, j'y suis resté à peu près 2 mois. Ah ouais, donc tu as eu le temps de faire toutes ces captures d'écran en... peu de temps relativement finalement. Oui. Enfin, de récolter tout ça, quoi. Oui. En fait, j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait à peine une centaine, et pourtant c'est déjà beaucoup. Oui, mais c'est déjà énorme de ce que ça représente. En tout cas, le contenu est quand même assez, je pense, assez inquiétant, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça que moi je suis très déçu, on va dire, parce qu'on est quand même en 2025, quoi. Là, ça fait pratiquement ça va faire 5 ans et demi. Il n'y a toujours pas eu de poursuite. Tout ça, c'est très clairement, y compris au moment où l'histoire est sortie, tout le monde était d'accord pour dire ce sont des violations du RGPD. Le RGPD, c'est le Règlement général pour la protection des données. C'est ce qui garantit un droit fondamental dans l'Union européenne, qui est le droit à la vie privée et à la protection des données. Mais c'est pas que ça. C'est aussi du pénal. Parce que en fait, en gros, t'as pas le droit d'enregistrer les gens à leur insu, à moins que tu sois de la police et que tu aies reçu un mandat du juge d'instruction, quoi. Donc voilà. Apple, ils sont un peu dans une zone de non-droit en Union européenne, en fait. Le droit européen ne s'applique pas, ni européen ni français d'ailleurs. Sans parler du droit à la consommation. Ouais. Parce que vas-y, pardon. Ouais, je voulais juste finir là-dessus. En fait, en gros, c'est de la publicité mensongère. C'est la publicité mensongère quand Apple vous dit Apple, c'est ça la vie privée, voilà. Oui. Moi, pendant des années, j'ai vu leur pub à la sortie du métro en grand, en 8 mètres x 4, je sais plus si c'était Place Vendôme ou ailleurs, enfin des trucs. D'accord, bon. Ils sont en train de mentir aux consommateurs. Et ils en font un avantage compétitif. Ouais. Ouais. Et du coup, ça a mis 6 ans à aboutir à quelque chose, quoi, globalement, ton parcours. C'est-à-dire à partir du moment où tu quittes Apple, je sais pas dans quelle mesure tu veux raconter ce moment difficile, mais c'est quand même... entre le moment où tu quittes Apple, tu vas voir la presse, tu témoignes avec d'autres là-dessus. Il y a des témoignages qui sont parus dans plusieurs pays. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'étais pas le premier, j'étais pas le seul. J'insiste toujours pour le dire en interview, parce que je veux pas m'attribuer des lauriers. C'est un travail collectif aussi, quoi. Voilà, je veux pas m'attribuer des lauriers qui sont pas les miens. Donc en fait, au moment où ça commence à sortir, c'est en Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne qu'il y a des journalistes qui reçoivent tous des informations similaires de sources différentes, avec des captures d'écran similaires à ce que moi j'avais fait.
Et moi, ensuite, je me suis dit que c'était mon tour de participer, donc j'ai commencé à alerter la presse en France en particulier. Donc moi, en fait, le moment où j'ai décidé de partir, j'ai fait bon, ça y est, j'en ai assez de ce truc. J'ai pris le peu de jours qui me restaient de congé, puis je suis parti sans leur dire. T'avais pu en parler en interne avec des collègues, des choses comme ça. Enfin, vous aviez pu confronter vos récits, ce que vous perceviez, quoi. On n'était pas censé en parler entre nous, c'est-à-dire la clause, la clause de confidentialité était valable même entre vous. Ouais, c'est ça. C'était un truc assez curieux. Pour moi, c'est aussi un indicateur du fait qu'ils étaient au courant que ce qu'ils étaient en train de nous faire faire, c'était pas très sans tomber dans le on dirait Black Mirror, là ça fait un peu penser Sévrance, de parler surtout pas de votre travail entre vous. Mais oui, mais alors c'est marrant parce que moi je pense régulièrement à Sévrance. Moi j'adore cette série qui est produite par Apple TV. Ne leur faites pas de la pub. Mais la série est géniale et en plus effectivement il y a vraiment cette sensation c'est un peu comme dans la vraie vie lorsqu'on te dit de signer une clause de confidentialité et après si tu décides de la respecter, c'est un peu comme un bâillon. T'es deux personnages différents, bien séparés l'un de l'autre. C'est fou que tu puisses pas en parler à l'extérieur. Bon, problématique, mais encore admettons, mais de même pas pouvoir s'en parler entre collègues. Enfin, c'est une volonté politique de l'entreprise. C'est parce que c'est là aussi que tu aurais pu savoir finalement ce qu'Apple faisait de ces données. Parce que est-ce que là, toi, tu récupérais. En gros, c'est ça, toi, ton rôle, c'était de vérifier que Siri avait bien compris, c'est ça? Oui, moi, mon travail consistait à faire de la transcription, à corriger la transcription. Donc j'écoutais l'enregistrement, donc je mets le casque, je suis face à un poste de travail comme là. J'écoute l'enregistrement, je regarde la transcription et puis je corrige s'il y a des trucs qui vont pas. Mais en fait, c'est pas comme on va dire comme à l'école où il faut corriger l'orthographe et la grammaire. Il faut corriger de manière à ce que ça colle le mieux possible à ce qu'on entend, aux mots que l'on entend, et puis aussi il faut que les mots, il y a un certain nombre de mots qui sont importants. Et bien évidemment, c'est ce qui correspond à la publicité, des marques, des séries télévisées, des films, de la musique, éventuellement aussi des noms propres, parce qu'il y avait beaucoup de ça. Peut-être que, en fait, pour prendre un peu la mesure de cette histoire, c'est que on entendait de tout. On entendait toutes sortes de choses. Il y avait moi, j'ai entendu des gens parler de la sclérose en plaques, j'ai entendu des gens parler d'une histoire de fausse couche, j'entendais quelqu'un dire qu'il avait un compte en banque en Suisse, j'entendais des enfants qui étaient en train de parler à leur tablette, qui imitaient un peu, je sais pas, les relations sociales qu'ils voyaient autour d'eux, quoi. Ils disaient: Siri, est-ce que tu veux être mon copain, ma copine? Je t'aime beaucoup, beaucoup. On est très amis, toi et moi. Ouais, non, c'est très bizarre. Et du coup, il y avait d'autres comment dire, étapes dans ce travail-là. C'est-à-dire, il y a des gens après qui annotaient les données, qui les mettaient en forme, qui les triaient, qui les envoyaient. Enfin, quand tu sais un peu tout ce qui à se passait fait. après. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça c'était la première étape, on va dire, et donc il y avait une deuxième étape qui venait après, où en fait, une fois que l'enregistrement était considéré comme acceptable, en fait, on passait à une deuxième phase de traitement. Pareil, des gens qui étaient, y compris dans le même open space que moi, hein. Donc casque vissé sur les oreilles, ils écoutaient l'enregistrement, et à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, c'était étiqueter des mots-clés. Et donc ces mots-clés, et voilà. Alors j'avais vu passer ce message au tout début de la discussion, où quelqu'un dit ce sont des données confidentielles, anonymes. Donc là, il y a quand même un sacré coin qui est enfoncé dans la défense d'Apple qui prétexte que ces enregistrements sont anonymisés. Tout d'abord, la voix est une donnée biométrique. Hein. Et en fait, leur travail consistait donc à faire de l'étiquetage. Ils écoutaient l'enregistrement et puis ils allaient chercher dans les données de l'utilisateur, c'est-à-dire qui étaient issus du même dispositif, des mots-clés correspondants. Et donc, c'était principalement, beaucoup des contacts. Donc, ça veut dire que tu donnes un nom et un nom propre, tu donnes le pseudo d'un pote, de ta mère, de ta compagne, ton compagnon, pareil. Donc, il fallait l'associer, il fallait faire un étiquetage pour que le mot correspondant dans l'enregistrement soit associé à la donnée qui venait des contacts. Mais ça pouvait être aussi la musique, ça pouvait être aussi les séries télévisées, tout un tas de choses. Donc, à ce moment-là, ils ne peuvent pas prétexter que ce sont des données anonymisées, quoi. D'accord. Mais non, clairement pas.
Ouais. Et du coup, oui. Est-ce que j'entendais des conversations privées, genre dans une voiture ou à table? Oui, tout à fait, j'ai entendu les deux. J'ai entendu des gens. J'avais un téléphone qui s'allume. J'entendais. Il y avait un enregistrement dont j'ai un assez bon souvenir. C'est des gens autour d'une table qui sont en train de s'amuser parce qu'ils disent regarde, il s'est déclenché tout seul et il s'était en train de se marrer. Et donc les conversations dans les voitures. Alors pas forcément des conversations, mais en fait il y avait beaucoup de déclenchements aléatoires dans l'application embarquée d'Apple. C'est CarPlay, ça s'appelle. Je crois. Oui. Bah voilà. Et donc il y avait beaucoup d'enregistrements où ça pouvait être juste du bruit de fond, par exemple. Des conversations dans des situations illicites. Bah ça, moi, je pouvais pas le savoir en fait. Moi, j'entendais des enregistrements qui pouvaient durer 1 seconde, 2 minutes, quelque part entre les deux. Oui, il faut que ça soit très explicite pour que tu dises ah ça c'est une situation illicite. On va parler de compte en Suisse déjà. Oui, le compte en banque en Suisse, c'était quand même un petit peu bizarre. C'est de l'optimisation, Pierrick. Ça n'a rien à voir. C'est pas de l'évasion. C'est fin. Ils ont accès à nos contacts. Oui. J'imagine, Liolo, tu fais référence au fait de... oui, parce que du coup, on peut aussi établir que maman, c'est telle personne. Oui, mais c'est ça. Quoi. Tu peux vraiment faire un nuage relationnel autour... Mais tout à fait. De toute façon, l'enregistrement était associé aux données issues du même appareil. Quand Apple dit on anonymise vos données, ça veut dire qu'au lieu que l'enregistrement soit affiché comme iPhone de Pierrick, il y a une série de chiffres et de lettres. Mais par contre, toutes les données qui viennent du même dispositif, elles sont associées à l'enregistrement. Oui, bien sûr. Donc bon... Il y a Verlan93 qui nous demande ce qu'on disait au début, vous savez dans quel but ils enregistraient ces conversations, et c'est le but. Et la réponse est en dessous, pour entraîner Siri. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent, c'est comme ça qu'ils le prétextent, Apple. Mais vous voulez chercher, avec ce collectif, est-ce que c'est vrai quoi? Ça va être un des enjeux du procès aussi, du coup. C'est ça. En fait, il y a aussi un grand aspect qu'on cherche à défendre aussi via cette plainte, c'est de dire que en fait, il n'y avait pas de raison pour Apple de demander le consentement pour que vous utilisiez Siri. À chaque fois que vous utilisez Siri, vous soyez obligé de leur donner accès à vos données. Vous devriez pouvoir utiliser l'assistant vocal sans accepter de participer à l'amélioration du service. Et derrière ces mots-là, améliorer le service, il y a toutes sortes d'abus qui sont possibles. Oui, bien sûr. C'est possible aujourd'hui de désactiver Siri sur iPhone. J'ai cherché tout à l'heure sur le mien, j'ai pas trouvé. Moi, je l'utilise pas, j'avoue. Mais tiens. Il vient de s'activer là. Voilà, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai pas réussi à le désactiver. C'est pour ça que cette histoire est quand même. Ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Toutes les personnes qui ont un smartphone sont concernées. C'est pour ça que moi j'hallucine de voir qu'il s'est rien passé ces dernières années, quoi. Oui, c'est vrai que le dit Siri est vachement en retard par rapport à la concurrence ou quoi. En fait, là, c'est pas un jugement, on fait pas un jugement, une évaluation technique ou quoi. Là, c'est juste un exemple. En plus, l'idée, c'est pas se pointer. On pointe Apple, alors qu'Apple, parce que notamment Apple arrête pas de dire qu'ils sont pas du même genre que les autres, mais c'est pas pour dire que les autres le font pas. Au contraire, les autres le font. Ouais. La décision qui sera rendue. On n'a pas de... est-ce que ça pourrait faire jurisprudence si jamais on disait, bon, ok, si on actait, c'est de l'espionnage, voilà, c'est pas du tout... C'est à des fins marketing, c'est illégal, machin, ça pourrait faire jurisprudence sur d'autres choses, Oui, c'est un sacré morceau. En fait, juste pour répondre en un mot, juste l'application de la loi pour commencer, ça serait pas mal. Ouais. Vraiment. Okay. Bon, après, on est à l'UMA. Donc, je vais donner une vraie réponse cette fois, parce que j'ai le temps. Tu as le temps. Oui, en fait, et ça peut nous amener aussi à sortir un peu juste de ce sujet-là pour élargir. Donc en fait, quand vous êtes un travailleur, on vous donne des outils de travail et vous avez très peu de possibilités de choisir et très peu de contrôle en fait. Donc quand il s'agit d'outils numériques, il y a beaucoup de systèmes qui servent à faire de la surveillance malgré les salariés. Et donc en fait, le sujet des assistants vocaux, ça pourrait être l'occasion de lancer une discussion autour du fait que
les consommateurs, les associations de défense des droits des consommateurs et les syndicats devraient se saisir de cette affaire pour dire, parce que dans ces deux situations-là, ce sont des personnes qui subissent des abus au regard de la loi, et ils devraient se servir de la loi justement pour faire changer les choses, pour obliger ces entreprises à modifier leur comportement. Et je ne suis pas là pour dire qu'on va réussir à renverser le capitalisme de surveillance, mais au strict minimum réussir à s'en défendre un peu mieux en lançant des fronts collectifs, avec des alliances qui jusqu'à présent malheureusement n'ont pas l'air d'exister. Et en informant aussi, peut-être en vulgarisant un petit peu, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un consentement tacite à ce truc-là, de dire bon bah oui, de toute façon tout le monde le fait. Oui, mais ça peut pas être. Que vous voulez y faire, mais ça peut pas être du consentement si c'est forcé. Non, bien sûr, je suis d'accord, mais voilà, du coup il y a aussi ce besoin informationnel et de vulgarisation de ce qu'on essaie de faire là, typiquement, de parler aussi dans ces cercles proches, quoi, d'informer sur ça, parce que moi je sais que quand j'essaie d'en parler, par exemple avec des amis, on dit ouais mais moi j'ai rien à cacher. Ça c'est vraiment un argument qui est ressorti ad nauseam. Qu'est-ce que tu as opposé à ça, toi? Même si c'est tes amis, demande-leur si tu peux leur faire les poches, si tu peux regarder toutes leurs conversations dans le téléphone, et si tu peux avoir accès à leur dossier médical et puis à leur compte en banque. On va voir s'ils ont rien à te cacher. En fait, ne rien avoir à cacher, ça veut dire j'ai le choix d'avec qui je partage mes informations. Il y a une philosophe qui s'appelle Carissa Vellis, c'est pas la seule, mais c'est d'elle que me vient la référence que j'ai en tête là précisément, qui dit en fait les personnes qui savent le mieux à quel point la protection de la vie privée et des données personnelles a une valeur, ce sont celles qui sont persécutées. Quand tu es membre de la communauté LGBT dans un pays où c'est illégal, tu sais à quel point c'est important que ces informations elles fuitent pas. Donc si par exemple tu es, comme ça a pu arriver aux États-Unis, si par exemple tu es un prêtre qui utilise Grindr et tu te fais ensuite excommunier par l'Église, et à ce moment-là tu comprends que ça a un intérêt que tes données elles soient protégées et qu'elles ne fuitent pas dans tous les sens. Cette histoire avec Grindr, en fait, c'est que Grindr vendait des données à des courtiers. Et donc, en fait, elle se retrouvait dans la nature et tu pouvais tout à fait ensuite cibler des personnes. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, d'ailleurs, avec le droit à l'avortement. Les femmes qui utilisent des applications pour contrôler leur cycle menstruel. Il y a eu un gros appel de supprimer ces applications, arrêter de les utiliser. C'est ça. Le capitalisme de surveillance, en deux mots, c'est ça. C'est la rencontre entre la surveillance de masse et puis la commercialisation des données à tous azimuts. Il y a Doc Eliam qui nous demande s'il ne va pas y avoir un éveil sur ces problématiques vu les tensions avec les USA qui sont les principaux détenteurs des données des GAFAM. Mais super, merci, top, je suis complètement... en tout cas, c'est mon espoir. C'est mon espoir parce qu'il y a effectivement un changement, à mon avis, d'appréciation sur ces sujets-là. Jusqu'à présent, par exemple, la Commission européenne n'en avait rien à foutre. Ursula von der Leyen avait négocié avec Biden, avec le gouvernement Biden, un nouvel accord de transfert de données transatlantique, où en gros, en fait, c'était mettre aux enchères les droits fondamentaux des Européens. Même les gens qui sont de son bord politique, c'est-à-dire conservateurs, néolibéraux, de droite genre Macron, de droite genre Fillon, ils commencent un peu à se réveiller. Je pense aussi avec la manière dont Musk s'est comporté avec les élections fédérales en Allemagne. L'ingérence vraiment montrée, affichée. À mon avis, il y a un certain nombre d'élus qui se sont dit mince, ça chauffe, y compris pour mon poste à moi. Donc peut-être qu'il serait temps que je me réveille et qu'on commence à parler de souveraineté numérique. Voilà, si on vous parle de souveraineté numérique, c'est aussi de ça qu'il s'agit, quoi. J'avais juste un petit topo pour répondre un peu à Zaius sur cette histoire d'appli menstruelle. Et faire un peu la com de copains aussi d'ailleurs. En fait, beaucoup d'applications, quand tu les installes, elles sont accompagnées de multiples traceurs qui sont des traceurs publicitaires. Mais donc c'est pas des. Alors il y a les gens qui te proposent de la pub, le marché appartient principalement à Google. Par contre, c'est des traceurs qui appartiennent à des courtiers. On va dire des data brokers, c'est des courtiers de données. C'est en gros des gens qui sont là pour récupérer un maximum de données et vendre des profils. Alors je vous conseille là-dessus, il y a une application qui pour le coup est safe qui s'appelle Exodus Privacy, qui est une application française, alors qui marche que sur Android parce que Apple laisse pas assez d'accès à ses applis tiers, pour analyser ses applis. Par contre, le gros des applications Android sont analysés par Exodus, et du coup on voit très bien
tous les traceurs qu'elles contiennent et à quoi l'application a accès. Donc en fait, est-ce que une application de suivi menstruel peut avoir accès à l'intégralité de vos contacts, à votre micro, à vos photos, et il peut y avoir Facebook, Amazon et des publicitaires, des courtiers en données derrière. Donc il peut y avoir une quarantaine de personnes derrière qui se nourrit des données que récupère cette appli. Voilà. Merci, quelle réactivité. Oui, à la modération aujourd'hui, vous pouvez retrouver Mike, qui a un très beau pseudo qui s'appelle Que Mike qui maille. Donc voilà, il est aussi à la technique. Donc c'est un homme très occupé. Soyez sympa avec lui dans le chat. On parlait. Oh, pardon, j'ai un trou. Désolé. On a une bonne question. Oui, super. Perso, s'ils ont full info sur moi, je suis chaud d'avoir un compte rendu car je suis totalement paumé. Qui suis-je ou vais-je ? Ça s'appelle le droit d'accès. Ça existe dans le RGPD. Tu peux exercer ton droit d'accès. Oui, tu peux demander toutes les données que quelqu'un a sur toi. Voilà, une entreprise. Une entreprise, oui. Mais oui, tu peux tout à fait exercer ton droit d'accès. Donc si jamais t'es paumé dans ta vie, tu peux demander à Google de t'orienter. Par contre... je ne sais pas s'ils te diront où aller. Voilà. On peut demander savoir tout ce que Facebook, c'est un exercice super intéressant à faire. D'ailleurs, assure soi, on peut leur demander. Alors Facebook, il me semble, Manon, c'est un bouton où tu peux demander toutes tes données et après ça te demande un autre formulaire et tout, mais il faut une bonne douzaine de clics. Non, mais de toute façon, dans Meta, tout est caché. Même ne serait-ce aujourd'hui modifier sa photo de profil, ça devient très compliqué. Ils ont perdu le contrôle de leur outil, je pense. Franchement. Et non, moi je voulais te demander si depuis ton témoignage, en fait, depuis tes prises de parole, tu avais eu des pressions. Si tu as le droit d'en parler, évidemment. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti pas forcément en danger, mais en tout cas surveillé, quelque chose pas totalement en sécurité, quoi? Non, moi c'est pas mon cas. Je pense que de toute façon, moi j'étais les petites mains. Franchement, j'étais tout en bas de l'échelle. Première chose. Deuxième chose. À mon avis, il y a aussi un effet stressant, quoi. À mon avis, s'ils venaient me chercher légalement, s'ils venaient m'attaquer en justice en me disant t'as pas respecté ta clause de confidentialité, maintenant tu vas payer des dommages économiques que nous on aura chiffrés pour le restant de ta vie, parce que ça serait ça. Il y aurait un retour de bâton quand même assez important, parce que effectivement là, il y a aussi un enjeu très important qui est réputationnel pour Apple. Sûr. D'autant plus de ce qu'on nous disait dans le chat et ce dont on parlait, leur com étant basé sur le respect de la vie privée, c'est sûr que ça foutrait plutôt mal, quoi. Mais je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Mathilde, sur le fait que finalement il fallait un peu expliquer aux gens qui sont écoutés, etc. En fait, je sais pas. Je sais pas si c'est la bonne solution, parce que finalement on est dans une relation de dépendance avec ces outils et ces entreprises-là. Et est-ce que du coup l'objectif d'un procès comme ça, ce serait pas celui aussi justement de faire très mal à Apple là où ça lui fait mal, pour qu'il change ses pratiques? Parce que de toute façon la réponse ne peut pas être individuelle. On est d'accord. On est humain, on est bien d'accord là-dessus. Tu travailles ici avec des outils, tu peux pas te passer. Donc techniquement, toi, tu pourrais pas ne pas être écouté. Non. En fait, donc il faut que ce soit Apple qui change ses pratiques. Comme comme ce qu'on dit sur l'écologie, c'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est des choix politiques en fait que doivent faire nos gouvernements. C'est ça. Et donc en fait, il y a aussi la notion que pendant les 10 ou 20 dernières années, y compris en France, tous les pays de l'Union européenne se sont vendus à la découpe. Des partenariats entre Microsoft et l'Éducation nationale, t'en trouves à l'appel, entre Apple et l'Éducation nationale aussi. Il y a eu pendant un moment... Éducation supérieure. Ouais. Et tout. Moi, à quoi je pensais, c'était cette histoire de National Data Hub, le Health Data Hub. Le Health Data Hub. Voilà. En gros, l'objectif de concentrer toutes les données de santé en une sorte de méga fichier. Et en fait, le gouvernement français,
je crois que c'est sous l'égide de Bruno Le Maire, si je ne me trompe pas, s'est dit que c'était une très bonne idée de mettre ça dans des serveurs qui est Azure, donc qui appartenaient à Microsoft. Donc en fait, il faut savoir que tout ce qui est des entreprises américaines, elles sont soumises au droit américain, parce que le droit américain, il est extraterritorial. Et donc ça veut dire qu'ils ont l'obligation de fournir l'accès aux données qui sont stockées par des acteurs américains, si jamais un service de renseignement leur demande. Ouais. Donc bon, ça c'est le premier enjeu. Il y a ça, puis Microsoft vend un service, enfin développe un service qui vise à remplacer les secrétaires médicales, c'est-à-dire à écouter les conversations médicales et de remplir toute la paperasserie médicale des médecins, d'avoir une autocomplétion automatique en écoutant les conversations. Et pour faire ça, ils ont besoin de données. Enfin, on va y venir dans la deuxième partie de la discussion, mais ces données, elles servent aussi à fabriquer des outils. Et le Health Data Hub, c'était une mine fantastique pour Microsoft pour qu'ils puissent fabriquer ce genre d'outils. C'est-à-dire de nous vendre aux médecins, théoriquement, des outils avec nos données. Quoi. Voilà, demande à tes potes s'ils sont d'accord pour que la NSA ait accès à leur dossier médical. J'exagère, hein, c'est vraiment, je grossis le trait, mais c'est un peu ça l'idée. Quoi. Bien sûr. C'est bon. Sans dire que c'est ça, tu vois, qui va faire évoluer la situation, je pense que si on peut parler aussi à nos proches de ces trucs-là, ça sera pas perdu, quoi. Oui. Donc en fait, j'ai vu passer dans le chat plusieurs remarques sur le fait qu'il y a des alternatives open source, tout ça. Donc par exemple, tu as fait de la pub pour Exodus, moi je fais de la pub pour Framasoft. Ah oui, il faut faire des pubs. Voilà. Allez regarder sur Framasoft si vous voulez faire une rencontre, si vous voulez utiliser un outil de visioconférence, utilisez Jitsi, passez par Framasoft. Si vous voulez faire un drive, une promotion de site de rencontre libre, je crois que ça n'existe pas. Ah, non, je connais pas. À noter pour les prochains projets. Pas bête. Framasoft, si vous nous écoutez, très bonne idée. Ou un pad collectif pour écrire des choses au lieu d'utiliser Google Drive et au lieu d'avoir votre compte qui est connecté, vous pouvez utiliser Framapad. Framadate à la place de Doodle, où il y en a plein. Voilà. Mais en fait, donc ça revient à dire qu'il y a effectivement une incurie, un désintérêt total pour les sujets numériques en Union européenne de la part des gouvernements successifs. Parce que de toute façon, en fait, développer le libre, ça revient à faire reculer quelque chose qui peut être marchandisé, qui est c'est ça la révolution numérique à l'heure actuelle. Et donc, qui nous parle du discours, baguette marxiste, qui nous parle du discours de Varoufakis sur le techno-féodalisme. Alors, je suis pas familière exactement, mais bon, je pense que le titre est assez parlant. C'est vrai qu'on est sur une mainmise en fait de ces entreprises-là, quoi. Oui, alors Varoufakis, je crois qu'il a volé le terme. Cédric Durand. Il y a un entretien avec Cédric Durand qu'on a fait en décembre dernier. Oh Mike, je te vois tellement... Oh là là. Mike vous met le lien dans le chat. Ouais. Donc, et il était à l'Institut La Boétie il y a 2-3 jours parce qu'il est en train de faire la promo de son dernier bouquin Peut-on se passer du numérique. C'est le premier, je crois, Mike. Ça a été retitré pour le web sur Musk. Vous voyez toutes les coulisses, on parle à la modo directement, c'est vraiment le stream. Ouais, en tout cas, c'est aussi l'occasion d'élargir un peu le sujet et puis de dire, en fait, Siri s'est présenté comme un assistant vocal et plus ou moins implicitement comme une intelligence artificielle. En 2019, on n'en était pas encore au grand boom qui a eu lieu fin 2022 avec ChatGPT, tout le monde qui commence à en parler, ça devient ça fait peur à tout le monde. ChatGPT qui fait des interviews sur France Inter. Ils avaient posé une fois, France Inter avait posé devant Sonia De Villers et elle a dit, et c'était bonjour, qui es-tu, ChatGPT. C'était terrible. Bon, je vous invite à aller regarder. Moi, je vais donner un avis controversé. Le seul intérêt que j'ai trouvé à ChatGPT, c'est quand Bruno Le Maire a dit, mais ça en 5 minutes, ça me sort un discours que moi je prendrais 3 ou 4 heures à mettre. Et c'est vraiment un témoignage de l'inutilité absolue de Bruno Le Maire. Voilà. De dire ça quand même. Oui, non, mais Bruno Le Maire, merci quoi. Donc, on a compris que tu servais à rien. Peut-être que ChatGPT peut écrire ses livres à Bruno Le Maire aussi. Mais c'est ça, donc en fait, quelque part, c'est peut-être un peu un révélateur à bullshit, ChatGPT, mais c'est à peu près la seule chose. Bon, en tout cas, voilà. Prenons donc cette route pour dire que ChatGPT, de la même manière que Siri, de la même manière que toutes sortes de systèmes d'IA génératifs à l'heure actuelle, sont dépendants d'une quantité énorme de travail et de données à caractère personnel qui sont collectées et souvent à notre insu. Donc en fait, c'est une histoire de très très
de vol à très très grande échelle, quoi, de surveillance à très très grande échelle aussi. Ça fait une bonne transition, mais juste avant, il y avait alors juste au-dessus, il y avait une question sur quelqu'un qui disait, mais alors quel smartphone prendre ? Mais aucun. Voilà. Mais du coup, alors, très belle transition. On avait passé une belle soirée tous les deux, justement, au moment où on avait parlé du fait que tu n'avais plus de smartphone. Ça avait fait un article encore dans l'UMA. Et voilà, du coup, mais c'est aussi ton parcours, en fait, en gros, qui fait que tu n'as aujourd'hui pas de smartphone. Oui, j'en avais pas avant, mais en tout cas, j'étais convaincu de ne jamais en prendre à ce moment-là, ouais, c'est sûr. Ouais. Oui. Je sais pas quoi dire d'autre à part que... Non, mais je crois que c'était pour rebondir là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, vu qu'il n'y a que Google et Apple, et de toute façon, Google est derrière les deux, donc... Alors j'avais un 3310 pendant longtemps, mais ça y est, je me suis laissé convaincre par la modernité. J'en ai un plus neuf. T'as toujours Snake dessus ou pas ? Oui, mais il est nul. Ça vaut pas le 3310. Moi j'ai fait comme ce que Toukou me suggère, mais c'est un pis-aller. Ouais. Franchement, c'est compliqué. Mais franchement, c'est compliqué cette discussion. Je l'ai très régulièrement, évidemment, et on me dit mais comment tu fais ? Moi, je saurais pas, je pourrais pas me passer de mon smartphone. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est, en fait, on en a besoin aussi pour taffer. Oui. Ton employeur peut te fournir un smartphone, et du coup, tu es obligé de l'avoir sur toi. Et si c'est un mouchard, alors ça veut dire que pour avoir un travail, pour pouvoir gagner de l'argent, tu es obligé d'accepter d'être espionné, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est là que le droit doit intervenir, parce que c'est pas individuellement, on arrive à un point où individuellement on se protège au mieux en choisissant nos aliénations, quoi. Ouais. Voilà. Et Liolo qui nous demande, mais l'armée, elle gère comment ? On n'a pas de smartphone national. On a un petit modèle qui est, par exemple, le président et un certain nombre de personnes haut placées en ont un. Ça ressemble à... Ils ne l'utilisent pas, mais ouais. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. ça ressemble à un Nokia noir, comme ça. Ils doivent se dire que c'est moche, que c'est pas bien. Mais en tout WhatsApp cas, dessus. Voilà, il n'y a pas WhatsApp dessus, mais c'est une connexion, il me semble que c'est une connexion satellitaire sécurisée. Et donc, à un moment, il y avait eu un scandale, justement, parce que il était devenu apparent que les gens qui sont censés utiliser ces téléphones-là pour protéger la défense nationale ne s'en servent absolument pas. Ah, du coup, ils sont passés chez Telegram en croyant que c'était sécurisé. Oui. La Macronie, oh là là. Et puis après, ils ont arrêté de Pavel Durov. Donc bon, c'est un autre sujet. Oui, du coup, ça peut être pas mal de passer au deuxième volet de la discussion, parce que aussi ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que maintenant tu as rejoint, tu es un sociologue, tu as rejoint le Deep Lab, donc certains d'entre vous connaissent peut-être Antonio Casilli, qui le dirige, non, c'est ça, Oui, c'est l'un des fondateurs, ouais. Et du coup, pour travailler principalement, en gros, sur le travail, les travailleurs des plateformes, mais du coup, beaucoup en ce moment sur les travailleurs des données qui sont derrière les données. Oui, et ben justement, je peux ? Ouais, vas-y. J'en profite justement pour faire la pub de ça. C'est le dernier documentaire qui a été sorti par des membres du Deep Lab en collaboration avec Story Circus, qui est la boîte de prod, et ça a été diffusé sur France Télévisions le 11 février. Et donc, c'est vrai qu'on peut passer à la bande-annonce si tu veux. Ah bah allons-y. Oui. Et donc vous le trouvez sur France Télévisions, vous le trouvez sur le site de France Télévisions. Ouais, c'est ça. Ok. What is AI? Super intelligence. Typically defined as a system that dites-nous dans le chat si vous avez le son. as well as any human, but exceeds the very best that humanity could achieve. But that is not true. We are talking about humans doing work behind the scenes. Toxic contents, violence, children being molested. Our job is to clean this work for you, to enjoy AI. It kind of led me to depression. That's how it works. Can we take a break, please? The question is, how much are we willing to harm for what? Do we want this technology in the climate emergency? Is that necessary? If God doesn't exist, then why not just create him? If you can see utopia looming on the horizon, and there's a million individuals in between you and utopia, it might seem acceptable to slaughter the million people. I think that is a sacrificial. We are being sacrificed.
Ouais. Ouais. Et encore que là, vous avez juste une minute. Ouais. Tout le documentaire est comme ça dure 1h, 1h20. Et ouais. Moi, je les ai interviewés. J'en ai interviewé un certain nombre des modérateurs de contenu au Kenya. C'est absolument épouvantable. Ouais. Moi, j'avais juste interviewé Kaona. Oui, c'est ça. On doit pouvoir trouver aussi son interview. Ouais, Kaona Malgui, qui était aussi une modératrice de contenu au Kenya. Ouais. Oh, attends, si je tape. Mais donc en fait, c'est aussi comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est-à-dire que moi j'ai commencé Kauna avec un U. C'est Kauna. Malgwi. Voilà. GWI. Voilà. Celle qui avait créé aussi participé à créer le syndicat des travailleurs des plateformes. Donc en fait, voilà, moi aussi ça s'est passé un peu comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai témoigné pour le documentaire qui venait avant de France Télévisions, qui s'appelle Invisible, qui est sorti en 2020. Et à ce moment-là, j'avais le choix entre rester anonyme et sortir de l'anonymat. Moi j'ai décidé de sortir de l'anonymat, et puis au fur et à mesure, en restant en contact avec les membres du Deep Lab, il s'est trouvé qu'on était d'accord sur une proposition de projet de recherche, et c'est comme ça que maintenant je suis là-dedans en tant que chercheur. Désormais, je suis passé de l'autre côté de la barrière en quelque sorte. Ouais, mais ça rend justement, je trouve que ça rend ton témoignage d'autant plus intéressant. Ça l'enrichit pas la première partie du témoignage, mais c'est intéressant cette continuité, quoi. Je trouve ça très intéressant. Alors, en fait, vous allez dans les oui, pardon, je voulais juste te dire, vous allez dans les publications, vous allez avoir des rapports, vous allez avoir un rapport qui a été publié début 2024 pour les travailleurs du clic en Union européenne, donc voilà, même sujet. Il y en a sur l'Amérique latine, mais je voulais aller dans... mince, je sais plus où il est. C'est celui-ci. Parce il a été beaucoup question de DeepSeek, du moment Spoutnik, tout ça. Et donc, en fait, on a sorti un petit mémo d'une dizaine de pages. Un récapépète de Spoutnik de DeepSeek. Mais on est où, là? On est à l'UMA ou quoi? Et donc, en fait, il me semble que c'est fin janvier, le 19 janvier, que sort le nouveau modèle de DeepSeek. Et en gros, ça met tout le monde en émoi parce que, en gros... c'est une entreprise chinoise qui dit qu'elle a sorti un modèle d'IA qui a à peu près les mêmes capacités que le dernier modèle de ChatGPT, mais pour un coût, c'était combien? 50 ou 100 fois moindre. Ouais, facile. Un coût énergétique aussi? Non. Tout. Bah si, c'était tout, parce qu'en fait, ils disaient qu'ils avaient besoin de 1000 fois moins de cartes graphiques, en gros, pour de GPU, pour l'entraîner, etc. Parce que ils avaient fait tout un discours sur le fait qu'on pouvait, que c'était pas un modèle de langage total, on va dire, mais c'était plusieurs petites IA spécialisées qui s'imbriquaient. Enfin, ils avaient fait un discours très marketing, en fait. Et donc en fait, ça dit aussi que ce moment-là nous dit aussi qu'on n'a toujours pas franchi cette étape malgré les immenses efforts qui ont été fournis par les membres de mon laboratoire avant moi. Moi, je ne veux pas me tresser de laurier alors que ma contribution est très modeste. Et voilà, et toutes les personnes qui travaillent autour du travail des plateformes, du digital labor, qui consiste à mettre en évidence qu'en fait, ça n'est pas de la disparition du travail, c'est du déplacement de travail. Et donc pour DeepSeek, c'est la même chose. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une politique nationale volontariste de la part du gouvernement chinois, des gouvernements régionaux chinois, qui consiste en fait à appuyer la notation de données et éventuellement à subventionner des travailleurs. Et chez eux, ça n'est pas caché, contrairement au modèle américain où en fait on fait tout ce qu'on peut pour dissimuler ce travail-là et prétendre que l'intelligence artificielle, on va arriver à un truc. On va s'émanciper du travail, trucs comme non, ça. c'est l'intelligence artificielle générale qui va arriver. Et en fait, elle va tout décider pour nous. Voilà, c'est le rêve des technosolutionnistes. C'est le Terminator de la chose. C'est ce qu'on a vu aussi dans le petit court. Dans la bande-annonce, il y a Émile Torres qui est en train de parler et qui décrit très rapidement l'idéologie TESCREAL. Donc je finis juste avec DeepSeek. Et donc en fait, il s'avère que oui, il y a aussi beaucoup de travail humain d'annotation, très probablement chez DeepSeek, même si on dispose d'assez peu d'informations relativement à la Chine.
Voilà. Et donc, l'autre modèle, c'est effectivement les Américains qui suivent cette idéologie. Elon Musk, Sam Altman, le dernier prix Nobel de physique aussi. Comment est-ce qu'il s'appelle? Geoffrey Hinton. Ils sont tous de cette obédience-là, en fait. Ils ont tous la conviction à force de collecter des données, à force d'augmenter en échelle, on va réussir à atteindre ce point critique, ce point de basculement, où on va passer d'un simple robot conversationnel à quelque chose qui a une conscience propre. Et donc à ce moment-là, une fois qu'on aura atteint ce seuil-là, alors tout sera résolu. Alors on aura oui, atteint... il n'y a aucune appréhension chez eux de c'est ça. C'est une fuite en avant technosolutionniste. C'est la conviction que rien n'a d'importance, si ce n'est d'arriver à l'intelligence artificielle générale, qui a une conscience, parce que elle serait capable de répondre à tous les enjeux auxquels nous, on ne peut pas socialement, politiquement. Donc en fait, en gros, c'est extrêmement dépolitisant, quoi. Bah ouais. Et ce qui est un peu fou, c'est qu'un mec comme Sam Altman, il sait que derrière ChatGPT, il y a des milliers des centaines de milliers probablement, au moins, de travailleurs qui annotent, corrigent, amendent ChatGPT. Et ça, c'est quand même fou, il le sait. Et il y a eu une première décision du Conseil d'État il n'y a pas très longtemps, c'est vis-à-vis, je crois, on parle un peu en sous-texte au début de ce truc, mais c'est vis-à-vis d'une boîte qui prétendait vendre de l'intelligence artificielle intelligente. Ah, je sais pas. Et qui, du coup, en fait, il y avait effectivement il n'y avait pas d'intelligence artificielle derrière. Et aux États-Unis aussi, ils commencent à s'interroger sur le fait que derrière un IA, on commence à vendre on cache surtout du travail humain, quoi. Donc oui, c'est du déplacement de travail. Voilà. Juste avant le stream, on a un peu mentionné le cas d'Onclusive, où en fait c'est une boîte qui faisait de la veille stratégique, et en gros le patron a dit fin 2023, on va remplacer les salariés, on va les remplacer par une IA. Et donc en fait il s'est avéré assez rapidement que, au moins dans un premier temps, leur objectif c'était plutôt de faire de la délocalisation à peu de frais à Madagascar. Donc ça, c'est encore une histoire de déplacement du travail. C'est pas de la disparition du travail, c'est de la disparition des postes salariés bien payés, bien payés, en tout cas payés de manière plus ou moins décente, avec des acquis sociaux, voilà, et on les remplace par du travail d'annotation, du travail du clic, du travail de plateforme, du travail de tâcheron, où t'es pas payé entre les tâches, donc le temps d'attente, tu te débrouilles. T'as pas de protection sociale. Voilà, c'est le même combat que les travailleurs ubérisés. Donc c'était les livreurs, les chauffeurs. Les livreurs, quand ils se cassent la gueule, ils se débrouillent. Et là, on le voyait dans la bande-annonce du documentaire. C'est des gens qui sont exposés à des images terribles et qui, en fait, n'ont aucun suivi, aucun accompagnement et qui se débrouillent avec ça, quoi. Et alors, moi, je vais parler un petit peu de mon expérience, mais déjà, je le vois en faisant de la modération sur les réseaux sociaux, à quel point juste des choses qui passent, du coup, les filtres de modération des plateformes sont parfois assez destructrices mentalement. Mais alors, les images que ces gens-là doivent voir passer... on est sur du psychotrauma largement, quoi. Oui, absolument. Même dans la bande-annonce, on le voit un petit peu, mais c'est des histoires de dépression, de stress post-traumatique. Ils en sont au stade où ils voudraient juste, ne serait-ce que commencer à avoir la reconnaissance du fait que c'est une maladie professionnelle. Et y compris dans le documentaire, on le voit à un moment où on leur demande quelle est la première revendication, et ils disent on voudrait juste un psychologue. Quelqu'un qui est un conseiller qui est spécialisé. De pouvoir en parler aussi, quoi. Je pense que de pouvoir... ça c'est un autre... Ils sont payés une misère. C'est bon. Et il y a ce côté aussi volonté de... Alors toi, t'étais dans peut-être une des premières générations des travailleurs d'annotation des données. Je suis pas sûr. T'es pas sûr? Non, je pense que ça venait d'avant. Mais t'étais mieux payé? Oui. Mais il y avait déjà cette volonté d'invisibiliser. Oui. Et ça, en fait, alors c'est quoi? C'est la Banque mondiale qui avait fait une estimation à 430 millions de travailleurs. Quelque chose entre 150 et 430 millions. J'ai pris la fourchette haute, c'est le côté humain de la chose, je pense. Côté CGT plutôt. Les chiffres du syndicat. Voilà.
Cierge d'Assaut, extrêmement bon pseudo, nous demande qu'en est-il de la solution Cocorico Mistral. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des billes sur côté Mistral qu'est-ce qui se passe? Mistral, Microsoft a investi dedans, donc dire que c'est français, c'est un peu français comme. Oui, voilà, oui. Le nom reste français. Tu quoi. peux mettre l'étiquette français dessus, mais bon, après, c'est un parti produit à l'étranger, quoi. Je pense que pour Mistral, c'est probablement la même chose. Ils doivent avoir besoin de beaucoup de travail d'annotation, mais je suis pas certain. Je n'ai pas d'infos sur Mistral en particulier, mais c'est les mêmes modèles, ça fonctionne sur les mêmes bases techniques, donc voilà, c'est du travail, c'est du travail d'entraînement et de correction. Et tes collègues au Deep Lab, Maxime Cornet et Clément Leludec, avaient déjà fait tout un boulot pour aller chercher où étaient les sous-traitants des startups parisiennes. Alors, il n'y avait pas Mistral encore. Je sais pas. Mais voilà, et ils avaient remonté un peu la trace des sous-traitants, notamment à Madagascar. Si tu veux, je te trouve la référence qui serait ici. Maxime Cornet, Clément Leludec, Antonio Cassi. Voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est pour la relation entre Madagascar et la France. Donc Leludec, Cornet, Casilli. Et un peu plus tôt, il y avait voilà, c'est celui-ci en fait. Ça c'est un article qui indique en fait quelles sont les trois grandes catégories de travail d'annotation, d'entraînement d'intelligence artificielle. Donc l'entraînement, la vérification et l'imitation. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est la structuration de ce travail, parce que ça devient des économies vraiment fortes dans certains. Il y a des je sais pas si on peut dire qu'il y a des multinationales maintenant de la sous-traitance de l'annotation de données. Elles sont encore très très dans des pays, mais c'est quand même des centres comme des grands centres d'appel complets où viennent travailler des milliers de travailleurs. Oui, donc ils peuvent peser dans tout rapport de force qui se présente à eux en fait. Oui, c'est comme Téléperformance Majorel par exemple. D'ailleurs, il y a une travailleuse qui est décédée très récemment au Kenya. Le groupe français en fait en Kenya, effectivement. Voilà. Après, il y a les boîtes qui gèrent des plateformes. Donc en fait, la plateforme, elle fonctionne. N'importe qui peut se créer un compte, n'importe qui peut aller dessus. Généralement, t'es pas. Ronan Guénou qui dit il y a Lumon aussi. Fais gaffe avec eux. Franchement, c'est les pires. On va peut-être pas trop se marrer parce que franchement. Nous aussi, on peut. Voilà. Moi, je préfère le prendre avec le sourire. Oui. Mais des fois, tu te dis genre, comme un petit air de déjà vu là, ce que fait cette entreprise imaginaire. Tiens. Bon, en tout cas, le modèle de la plateforme, c'est Amazon Mechanical Turk. Et donc, tu te crées un compte. Et une fois qu'il est validé, tu vas avoir des tâches qui apparaissent pour lesquelles tu es payé quelques centimes. Ou parfois un peu plus cher. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à des estimations comme 400 millions de travailleurs. Quoi. C'est parce que tu peux avoir des gens qui utilisent le compte une seule fois, ou vraiment des gens qui comptent dessus pour en faire un revenu régulier. Mais donc voilà, tu as Fiverr, tu as Tasker, tu as Remotask, il y en a plein. Et donc voilà, de cette façon-là aussi, on peut dire que ce sont des multinationales, parce que ce sont des plateformes qui existent dans plein de pays à la fois. Remotask, pendant longtemps, c'était aux Philippines. Ils avaient une succursale très importante pour eux aux Philippines. Donc voilà, on a eu des travailleurs philippins, on a eu des travailleurs colombiens qui faisaient de la modération pour TikTok, qui eux aussi ont été traumatisés. On a des Nigérians, des Kenyans, des Sud-Africains. Il me semble bien qu'à un moment, on a eu, je ne sais plus dans quelle histoire, mais c'est toujours des affaires assez similaires, des Ukrainiens. D'ailleurs, il y a une Ukrainienne qui est interviewée dans le documentaire. Dans le documentaire, il y a aussi question de travailleuses qui sont dans des prisons finlandaises qui font ce travail-là. Bon, voilà. Ah ouais. Ouais, non, mais ça, tu vois, le truc de prisonnière, je pensais pas. J'étais loin de. C'est très souvent des populations qui sont plus
précaires que les autres. Ouais. Donc voilà, vous avez très certainement en France, si vous avez dans votre entourage des étudiants, si eux-mêmes n'ont pas vu passer une annonce pour faire du travail du clic, alors leurs camarades ou leurs amis l'ont vu passer, et certains d'entre eux se sont inscrits et ont fait plus d'une tâche, et certains d'entre eux ont même été payés pour ça. Et voilà, et donc en fait, maintenant même parfois c'est explicite, on vous dit que vous allez aider à l'entraînement de l'intelligence artificielle, participer au futur du monde ou quelque chose comme ça, bon, alors qu'en fait c'est juste en train de t'enfoncer dans une précarisation totale, quoi. Ouais. C'est vraiment du travail de tâcheron comme il y avait au 19e siècle. Hein. Oui, les modalités ont peut-être changé autour, mais le fond reste le même, quoi. Ouais. Les amis, on arrive à la fin. Je peux te poser une dernière mais bien question. sûr, j'allais justement dire, on arrive à la fin, donc c'est le moment de la dernière question de Féric. Et dans le chat, posez vos dernières questions également. Moi, c'était rapport au CNIL. En plus, je crois que savoir que ton boulot de recherche porte un peu sur les CNIL. Et du coup, savoir, en fait, est-ce que... Parce que là, pour l'instant, c'est un peu le dernier rempart, quoi. Enfin, ça... je suis un peu triste en disant ça, mais en gros, est-ce qu'on peut... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de... À quoi ça sert une CNIL? Est-ce que c'est suffisant? Et pourquoi il faut leur donner plus d'argent et de moyens? Et qu'elles ne soient pas capturées par des grandes multinationales américaines. C'est des agences de protection des données. Il y en a une par pays en Union européenne. Et pour ce qui concerne Apple, Google, Apple et Google principalement, c'est en Irlande. Pour Google, pour Amazon, c'est le Luxembourg. Et pour Uber, c'est les Pays-Bas. Voilà. Et donc chacune de ces agences de protection des données, même si le texte de la loi est censé être le même, le RGPD, elles ont des interprétations différentes. Et parfois, elles font traîner les enquêtes pendant longtemps. C'est le cas de l'Irlande, qui a été accusée, y compris par les autres agences de protection des données, d'être dans une situation de collusion avec Google et Apple et Microsoft. Donc en fait, la question de la régulation, elle ne se pose pas tant que ça au niveau de qu'est-ce qu'il faudrait voter comme loi, mais pourquoi elle n'est pas appliquée à l'heure actuelle en Union européenne. Et c'était vraiment ma première question, moi, en 2020, quand j'ai commencé entre guillemets, à faire de l'activisme là-dessus, quoi. Et c'est un peu ton projet de recherche ou pas, alors, du coup ? Oui, alors moi je travaille sur l'intitulé exact, c'est la reconnaissance des travailleurs de l'intelligence artificielle par les agences de protection des données. D'accord. Par rapport à toute la discussion qu'on avait, la baguette marxiste nous demande est-ce qu'on peut faire quelque chose collectivement ? C'est l'idée. Donc voilà, vous êtes dans le chat. Vous avez maintenant que s'il y en a parmi vous qui se disent qu'est-ce que je peux faire maintenant, vous prenez attache avec la Ligue des droits de l'homme et parce que on espère que prochainement il puisse y avoir des plaintes collectives qui soient déposées contre Apple. Voilà. Okay. Si vous avez eu des dispositifs Apple, prenez attache avec eux. Vous pourrez faire partie du premier contingent de plaignants. Ouais. Est-ce qu'il y a une CNIL européenne ? Non, il y a une sorte de congrès de CNIL, ça s'appelle l'EDPB, et donc elles se rencontrent entre elles et puis elles discutent, mais il n'y a pas un organisme... l'EDPB peut prendre des décisions contraignantes, mais bon, c'est un peu... Oui, de toute façon, le droit européen, c'est toujours un petit peu complexe pour prendre des décisions contraignantes. Oui. Mais vous pouvez aussi, par exemple, déjà chez Uber, si vous êtes client Uber, c'est pas bien, mais déjà vous pouvez récupérer toutes vos données. On n'a dit pas de culpabilisation individuelle de l'action collective. Récupérer toutes vos données Uber et sans le dire, parce que c'est pas forcément légal, les envoyer notamment aux coopératives de chauffeurs VTC qui se montent, parce que ça les dépannerait bien d'avoir les données Uber pour monter leurs alternatives. Et c'est pareil, finalement, nous aussi, il faudrait un moment qu'entre médias, on comprenne comment, par exemple, comment les réseaux sociaux mettent en avant ou pas, d'ailleurs, surtout, nos contenus. Et du coup, pour nos lecteurs qui nous lisent via Facebook, par exemple, savoir quel est leur parcours, qu'est-ce qui marche, avoir leurs données, qui récupèrent et qui nous confient, qui nous donnent ou qui nous prêtent, s'ils veulent, leurs données de navigation Facebook, ça pourrait nous aider à comprendre pourquoi Facebook nous discrimine ou pas. Sur les réseaux sociaux, tu vois vraiment qu'il y a eu une évolution. On en parlait avant le plateau, mais on est passé autour de 2015 d'un système où tu avais quand même globalement privilégié dans ton fil, c'était les pages que tu suivais. Aujourd'hui, c'est des pages suggérées. Ouais. Donc, ce qui explique aussi, je sais que certains se demandent pourquoi il y a de plus en plus de commentaires malveillants / pas d'accord avec nous sur le Facebook de l'UMA. C'est aussi parce qu'en fait, ce n'est plus montré que
aux gens qui suivent l'UMA et qui du coup sont un peu, on peut se dire qu'ils sont peut-être plus en accord sur la ligne édito, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, on en parlait, c'est assez intéressant et ça permet aussi de faire une belle transition parce que juste après qu'on ait dit au revoir à Thomas et Pierrick, on va recevoir Lucas Crédville, qui est responsable des réseaux sociaux chez Street Press, pour évoquer la situation de ce média indépendant. Ben, messieurs, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste dire un dernier mot? Mais bien sûr. Moi, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, extrêmement complexe, mais je voudrais pas partir avant de dire un mot sur le fait que l'intelligence artificielle a des utilisations militaires et que désormais, on est en train d'assister à l'éclosion d'une nouvelle Silicon Valley à El Segundo en Californie. Et donc, tout cet écosystème-là, il y a un acteur qui est extrêmement important et qui exporte aussi des outils de surveillance en Europe, c'est Israël. Et donc, toute l'histoire récente de l'industrie militaire israélienne, c'est d'exporter des armes et des logiciels de surveillance et de l'IA militaire fondés sur les données qui ont été collectées sur des Palestiniens. Voilà. Et donc tout ça, ça se voit très bien dans un livre que je ne saurais trop recommander qui s'appelle The Palestine Laboratory de Anthony Lowenstein. Voilà. Et donc nous, on est concernés en fait directement par ces affaires-là. Qui est téléchargeable gratuitement parce qu'il l'offre. C'est vrai. Il est bien son bouquin. Sur Verso Books, ouais. J'espère qu'il est encore téléchargeable gratuitement, mais je vous le recommande très très fortement. Voilà. Et donc on est concernés directement en fait par ce qui se passe en Palestine. Voilà. C'était ça le mot de la fin. Bah, super. Merci beaucoup. Pierrick, on peut te retrouver dans les colonnes du journal et sur le site. Ouais. T'es sur quoi en ce moment comme dossier? Là, je rends un gros papier sur les aides aux entreprises, les aides publiques aux entreprises, le premier poste de dépenses de l'État. Voilà, c'est dans l'UMA de Doma. Alors c'est un peu moins sexy, mais c'est important parce que c'est quand même jusque 200 milliards d'euros par an. Et Thomas, toi, tu es doctorant encore ou tu es en écriture de thèse Oui, doctorant voilà, à l'Institut Polytechnique. On vous a mis le lien des publications qu'on a au Deep Lab. Moi, j'ai sorti un article en décembre. Le lisez pas, s'il vous plaît. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.